contemporains, comme hypnotisés par les images, devenues bien trop présentes, oublient le pouvoir des odeurs, l'enchantement des parfums et la culture olfactive. Avec Jeanne Doré au micro, nous explorons ensemble le monde faussement secret et intensément culturel des odeurs et des parfums. Une invitée exceptionnelle que j'ai eu le plaisir de recevoir au micro, qui est directrice éditoriale des publications de la revue Nez et que vous pourrez retrouver la semaine prochaine à Paris à l'occasion de la Paris Perfume Week qui se tiendra au Bastille Design Center. Jeanne Doré, bonjour. Bonjour. Commençons, si vous le voulez bien, cet entretien par une exploration du vocabulaire, car au-delà du parfum, le français nous laisse face à des odeurs, des émanations, une olfaction, un parfum, un nez, un jus, une parfumeuse. Est-ce que vous allez compléter cette liste simple, encore qu'il ne semble finalement pas évident que chacun connaisse déjà la signification dans votre monde de chacun de ces mots ? Alors le vocabulaire des odeurs, c'est un grand sujet parce que tout le monde possède la base. Mais oui, c'est vrai qu'on a tous l'impression qu'il existe un jargon de professionnels un peu savant, un peu compliqué. Alors c'est vrai que les parfumeurs et les gens qui travaillent dans la parfumerie aiment bien utiliser des mots un peu techniques qui sont parfois repris par des journalistes pour faire un peu je m'y connais. Donc on va trouver des mots comme par exemple de définir un parfumeur comme un nez. C'est très journalistique. Les parfumeurs détestent qu'on les appelle comme ça parce qu'ils ne sont pas réduits à leur nez de la même manière qu'un peintre n'est pas réduit qu'à sa main. Donc ça, c'est vraiment un vocabulaire, on va dire, presque impropre. On parle aussi de jus pour décrire un parfum, souvent pour éviter des répétitions. Mais le jus, c'est pas très beau quand même, ça fait penser à un jus de pomme. Voilà. Alors après, autour du vocabulaire des odeurs, on peut aussi associer des mots qui sont un peu plus larges, mais qui sont directement reliés, comme les émotions, le sens évidemment, le sensoriel, l'attention, l'intime. Donc tout ça, c'est des mots aussi qui viennent compléter les notions d'odeur. Oui, en fait, ces mots-là disent tout un univers à la fois ancien et moderne, mais aussi émotionnel et technique, voire scientifique. Voilà. Donc moi, je suis convaincue que tout le monde peut parler d'odeur, même s'il n'a pas un vocabulaire technique, parce que parler d'odeur, c'est avant tout parler de ce qu'on ressent. Donc si on ressent quelque chose face à une odeur, ce n'est jamais faux. Si on l'exprime et qu'on arrive à ressentir et à exprimer un mot, une sensation face à ce ressenti, alors on est dans le juste. Donc beaucoup de gens sont complexés ou pensent qu'ils ne peuvent pas parler d'odeur parce qu'ils n'ont pas appris, parce qu'en réalité personne n'apprend à part quand on fait une école spécialisée, mais en réalité tout le monde est capable de le faire, il suffit juste de s'écouter. Au fond, l'odeur, être en odeur de sainteté nous cause tort en fait, si je vous écoute bien. Oui, il y a sûrement plein d'expressions qui créent un imaginaire autour des odeurs un peu mystérieux, un peu inaccessibles, qui incitent les gens à ne pas oser s'exprimer là-dessus. Il y a aussi certaines expressions, je pense à la bonne odeur, l'odeur du frais, celle du propre, la mauvaise odeur, voire l'odeur pestilentielle. Tout cela règne en fait sur les lieux de travail, mais aussi sur la maison, et finalement assez finement et sans que le consommateur ou le citoyen s'en rende compte. Oui, alors les mauvaises odeurs, les bonnes odeurs, il faut rappeler que c'est très culturel, c'est-à-dire qu'on apprend à dire que telle odeur sent mauvais ou telle autre sent bon. Donc c'est pour ça qu'on voit des différences énormes suivant les pays, les régions du monde. Donc tout ça, ça s'apprend et on s'en rend même plus compte. On a l'impression qu'une odeur mauvaise l'est par définition, mais nous, on mange des fromages qui sentent très mauvais pour le nez de plein d'autres pays. À l'inverse, il y a des gens qui adorent le durian et pour nous, ça sent la poubelle et les pieds. Donc voilà, ça c'est des exemples tout simples de mauvaises odeurs relatives. Ensuite, effectivement, on est entouré d'odeurs qu'on ne perçoit pas, enfin en tout cas qu'on ne conscientise pas forcément. Et c'est notamment le cas quand on rentre dans un endroit, notamment quand on rentre chez nous, puisqu'on est habitué à cette odeur, on a l'impression que chez nous, ça ne sent rien. Et quand on rentre chez les autres, on découvre des odeurs nouvelles, des odeurs particulières. Les odeurs de l'intérieur d'une maison, c'est un mélange du parfum des gens, de la lessive qu'ils utilisent, des produits qu'ils utilisent dans leur salle de bain, dans leur cuisine.
Évidemment, les odeurs de cuisine qui aussi marquent l'atmosphère. Il peut y avoir aussi des odeurs de meubles, de parquet en bois, de cire, et puis les odeurs qu'il peut y avoir aussi autour de la maison. Donc tout ça, ça crée une sorte de bouquet assez unique. Et parfois, ça nous arrive aussi de rentrer dans une maison et de ressentir un souvenir très fort d'une maison dans laquelle on allait enfant, parce qu'il va y avoir la même odeur de parquet ciré, par exemple, ou la même odeur de gratin. Et ça va réveiller très vite des émotions fortes parce que ce sera en lien direct avec ce souvenir d'enfance. On évoque très souvent les différences culturelles qui construisent nos sociétés. Et pourtant, on ne parle jamais ou presque jamais de culture olfactive. Pourquoi ? Alors, bonne question. La culture olfactive est un peu passée sous silence. Alors, ça vient, comme je disais tout à l'heure, de beaucoup de croyances et de choses aussi qu'on veut bien nous faire croire, parce que je pense que quelque part, l'industrie de la parfumerie souhaite que le consommateur reste un petit peu à l'écart de toutes les connaissances qu'il pourrait avoir. Comme ça, c'est plus facile quand même de vendre des parfums en laissant un peu le mystère planer. Donc nous, chez Nez, justement, on essaie de faire rayonner cette culture olfactive parce qu'on est convaincu qu'elle peut exister auprès de tout le monde, de la même manière qu'il y a une culture musicale, une culture artistique, une culture culinaire aujourd'hui qui s'est beaucoup développée. Donc on fait tout pour que déjà les personnes qui nous lisent se rendent compte qu'en fait l'odorat, c'est pas juste le parfum, que c'est le monde qui nous entoure, de la même manière que les sons et que les images qui nous entourent. Donc aujourd'hui, on vit dans un monde qui est très visuel, oui. Vous le savez, avec beaucoup d'écrans, et on a tendance à monopoliser beaucoup plus notre vision. Donc apprendre à monopoliser un petit peu notre odorat, ça nous permet aussi de voir le monde autrement, de recevoir des signaux différents, et surtout d'enrichir aussi notre sensation du monde. Parce que voir le monde qu'avec ses yeux, finalement, c'est quand même assez limité et assez pauvre. Donc l'enrichir avec une attention portée aux odeurs et même aux sons, au toucher, c'est quand même vivre dans un monde avec beaucoup plus de dimensions et donc beaucoup plus de richesse. Mais alors justement, quand on veut faire preuve d'une bonne culture littéraire, par exemple, il suffit de lire, beaucoup, mais il suffit de lire. Je suis bien en peine de dire, personnellement, comment il me serait possible d'acquérir une culture olfactive. Alors, il y a plusieurs moyens. Donc déjà, c'est de s'abonner à la revue Nez, de la lire tous les 6 mois, de lire aussi les articles qu'on publie en ligne sur notre site. Alors après, il y a des petits conseils tout bêtes, mais c'est déjà de se poser la question quand on est à un endroit, quand on fait la cuisine, quand on est avec quelqu'un. Tiens, qu'est-ce que je sens comme odeur ? Qu'est-ce que ça m'évoque ? Est-ce que j'aime bien ou pas ? Est-ce que ça me rappelle quelque chose ? Comment je décrirais cette odeur avec mes mots ? Donc ça, c'est déjà un petit exercice assez simple qu'on peut s'entraîner à faire tous les jours. Ensuite, si on parle plus des parfums, on peut aussi s'amuser à aller dans des parfumeries, alors peut-être pas forcément des grandes chaînes qui est un peu trop envahi d'odeurs, mais peut-être dans des petites parfumeries un peu plus intimes, et puis voilà, s'amuser à sentir, pourquoi pas solliciter aussi le vendeur pour qu'il nous présente des choses, et comme ça petit à petit on sent des parfums, on peut mettre des mots aussi de matière, par exemple sentir un parfum au vétiver, au patchouli, à la rose, de s'entraîner comme ça à associer des mots avec des odeurs. Il y a énormément de personnes que je connais qui n'ont pas fait d'école, qui n'ont pas eu de formation et qui ont appris les parfums en autodidacte à force d'aller les sentir, si j'ose dire, de les écouter et d'apprendre ensuite à poser les mots dessus. Donc non seulement les mots de matière, donc des mots un peu théoriques, mais aussi leurs mots à eux, c'est-à-dire leurs sensations, d'apprendre à dire qu'un parfum est lisse, qu'un parfum est texturé, qu'il est enveloppant, voilà. Donc il y a tout un vocabulaire qui vient s'ajouter au vocabulaire technique. Oui, on se rend compte que malgré un vocabulaire qui semble nous manquer, quand on demande à une personne de parler d'une odeur, eh bien très vite, spontanément, elle va pouvoir en dire des choses personnelles, voire intimes, dévoiler des choses peut-être de façon impromptue aussi. Oui, complètement. Mais d'ailleurs, c'est amusant, par exemple, dans un dîner ou à une soirée, si vous commencez à faire sentir un parfum ou une bougie, tout le monde aura un truc à dire. C'est rare quand quelqu'un dit non, moi ça m'évoque rien. Et là, les discussions commencent à partir et tout le monde parle d'odeur. Donc on voit bien qu'il suffit juste d'un
une petite étincelle de départ et après tout le monde est très bavard. Mais il faut le provoquer. Et ensuite, oui, il y a des gens qui vont volontiers dire c'est frais, c'est fort. Ça, c'est vrai que c'est ce qu'on entend le plus dans les parfumeries, par exemple. Les gens ont tendance à dire c'est fort quand ils n'aiment pas et c'est frais quand ils aiment bien. Après, chacun a ses petits mots en plus, mais c'est vrai que comme on est limité parce qu'on ne nous a pas appris, on a tendance à mettre les parfums un peu dans ces deux catégories. Alors qu'en réalité, on est capable de dire plus, mais c'est juste qu'on pense qu'on n'est pas capable. C'est pour ça aussi qu'on ne s'y autorise pas souvent. Et finalement, en vous écoutant, on se rend compte qu'il y a le pouvoir des mots, il y a le pouvoir des photos et des images, mais il y a aussi le pouvoir des odeurs. Oui. Comment est-ce que l'odorat guide plus précisément nos choix ? Alors, l'odorat est utilisé souvent pour justement influencer des choix, notamment des choix d'achat. Hein. Donc, c'est ce qu'on appelle le marketing olfactif. Donc, si vous entrez dans un magasin de luxe, par exemple, et que on diffuse une odeur très subtile de bergamote ou de mandarine. On a pu peut-être avant étudier, faire des tests pour savoir que cette odeur-là va, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, mais mettre le client dans une humeur de détente ou voire d'euphorie acheteuse. D'euphorie acheteuse, voilà. Alors, on n'a pas encore découvert l'odeur qui fait acheter à 100%. Mais aussi en fonction de la clientèle qui va venir, on va adapter des odeurs qui sont supposées leur correspondre et donc les rendre à l'aise. Alors, la plupart du temps, on ne perçoit pas forcément cette odeur. Enfin, on l'aperçoit, mais le cerveau fait comme s'il ne sentait rien. Mais ça peut influencer quand même, enfin ça influence notre comportement. Et ça peut, donc si indirectement, évidemment, si on se sent plus détendu, plus relaxé, plus en confiance, on va peut-être acheter différemment, voire plus. On parlait tout à l'heure des typologies clientèle. Est-ce que cela veut dire que chaque génération, par exemple, a son odeur ? Oui, bien sûr, c'est très générationnel. La mode des parfums a évolué au fil des décennies. Alors, la parfumerie évolue pas du tout comme la mode, par exemple, où chaque année, il y a une nouvelle collection et ça bouge assez vite. Les parfums, c'est plus des tendances de fond, il n'y a pas forcément de cycle, mais il y a une évolution assez lente, mais assez certaine. Alors, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails de toutes les modes qu'il y a eu, mais on est souvent très influencé aussi par les parfums qui existaient quand on était enfant, parce que c'était les parfums de notre mère, de notre tante, de notre maîtresse. Donc ça, c'est des parfums qui vont beaucoup marquer notre imaginaire. Ensuite, en grandissant, on découvre d'autres choses, et puis quand on devient adulte, on essaie aussi d'autres types de parfums, mais je pense qu'on est tous marqués par ces odeurs d'enfance. Vous avez évoqué tout à l'heure la revue Nez que vous dirigez. Cette revue, elle contribue à démocratiser la culture olfactive, vous l'avez dit. Très belle revue avec des articles passionnants. Et puis aussi, on le redit ici, nul besoin d'être parfumeur pour aimer cette revue et sans doute aussi attendre avec impatience la parution du numéro suivant. Vous avez cofondé cette revue en 2016. On sait à quel point il est difficile de monter un média, puis de le faire vivre. Est-ce que vous avez trouvé le modèle économique ? Est-ce que vous avez fait évoluer la ligne éditoriale ? En somme, depuis 2016, qu'est devenue la revue Nez ? Alors la revue a elle-même un petit peu évolué dans son contenu, mais elle est assez constante dans le sens où on publie toujours tous les 6 mois avec toujours la même approche. Mais depuis 2016, on a fait plein de choses. On a publié des livres surtout. Donc c'est pour ça que Nez est devenue également une maison d'édition. Il y a des livres aussi qui sont publiés régulièrement, comme la collection Les Cahiers des Naturels, qui propose de découvrir une matière première de parfumerie sous tous les angles. Donc ça, on en publie 4 par an. Et puis des livres qui donnent la parole aux parfumeurs, qui permettent justement de comprendre comment est fait un parfum, ou qui abordent la parfumerie naturelle ou les parfums pour hommes. Donc voilà. Donc à chaque fois, on essaie d'explorer un thème qui n'a pas été abordé avant. Donc ensuite, on a créé des podcasts. Comme vous, pour donner aussi la parole à des acteurs de la parfumerie, essayer de comprendre leur démarche, leur parcours et comme ça d'en apprendre un peu plus sur ces métiers.
On fait des parfums aussi avec chaque numéro de la revue. Depuis quelques numéros, on propose à un parfumeur de rencontrer une personnalité, donc un artiste ou un chef, un musicien, pour co-créer ensemble un parfum. Donc on les accompagne dans cette création et ensuite on propose le parfum à la vente avec la revue. Et un podcast accompagne aussi ce projet qui permet aussi de voir de l'intérieur comment est-ce qu'on crée un parfum, quels sont les échanges entre les deux personnes, les doutes, les questions, les retours en arrière, tous ces petites choses qui vont influencer la création et aboutir à une version finale. Et puis, on a décidé il y a peu de temps de rendre tout ça un petit peu plus concret et un peu plus pratique et vivant en imaginant un événement qui se déroulera à Paris tous les ans, qui s'appelle la Paris Perfume Week, qui va permettre de rencontrer non seulement les gens, mais aussi les odeurs. Parce que c'est vrai que lire sur les odeurs, il peut y avoir un côté un petit peu frustrant, même si on peut commander nos parfums et aller sentir soi-même. Mais voilà, là, l'idée, c'était vraiment de provoquer des rencontres entre le grand public, que ce soit les adultes, les enfants, mais aussi les gens qui travaillent bien sûr dans cette industrie, de les faire se croiser, se rencontrer, découvrir des personnes, découvrir des pratiques, donc des marques de parfums aussi, donc des marques assez confidentielles, voire pas très connues, qui peuvent justement partager un petit peu leur univers, de participer à des ateliers qui vont être assez variés et qui vont souvent croiser les odeurs ou les parfums avec d'autres univers comme la cuisine, le vin, et puis des nombreuses conférences qui s'adressent donc aussi à un large public, donc des parfumeurs, des spécialistes, des scientifiques, des historiens. Et le but est vraiment d'explorer toutes les facettes de l'odorat. Et donc 4 jours pour pratiquer la culture olfactive avec des ateliers. Et puis, vous n'avez pas dit le mot, mais les smell talks, en fait. Ce que j'adore dans vos podcasts reviennent cette fois-là pour le public. Oui, c'est le nom qu'on donne à nos conférences ou tables rondes. C'est vrai que conférence, c'est un peu pompeux, mais les smell talks, c'est plus effectivement des prises de parole, soit par une seule personne, soit sous forme de dialogue et d'échange. Et l'objectif de ces smell talks, c'est toujours de partager des informations qui ne sont pas forcément diffusées ou forcément connues, permettre aussi un échange avec le public s'il a des questions et s'il souhaite en savoir un peu plus. Jeanne Doré, j'ai une dernière question plus personnelle à vous poser. Est-ce que vous avez trouvé la maison de vos rêves? Et puis si oui, est-ce qu'elle a une odeur particulière, cette maison? Alors, je n'ai pas encore trouvé la maison de mes rêves, mais j'espère bien le faire un jour. Si je pense aux odeurs qu'aurait cette maison, je pense tout de suite à l'odeur de feu de bois, de cheminée. C'est une odeur qui me réconforte énormément. Et j'espère que cette maison sera aussi entourée de beaucoup d'odeurs de nature, de fleurs, d'herbes coupées, de bois, de terre, de tout ce qui est vivant autour de nous. Et on prête peut-être pas forcément assez attention aussi à ces odeurs de nature, et parce que parfois on oublie la nature quand on est dans les villes. Et c'est important de pouvoir s'en imprégner de temps en temps. Est-ce que je me trompe en disant que ce que vous décrivez là, en fait, c'est loin de l'archétype féminin du parfum, au fond? Oui, il existe un archétype du parfum très lié à la séduction, au luxe, donc à quelque chose d'un peu superficiel. Oui. Alors qu'on peut juste avoir envie de sentir les odeurs de son jardin. Et de la nature. Et de la nature, bien sûr. Merci beaucoup, Jeanne Doré. Merci à vous.